Donc, bonjour, nous allons faire cette présentation donc, à l'association Les Transmetteurs. Voilà. On va parler principalement aujourd'hui de la météo top. Je vais vous présenter la méthode top, les 4 piliers, gérer son stress et ses émotions. On verra. En tout cas, on laissera un peu de temps et puis il y a des chances qu'on se revoie. Alors, l'écran partagé est là. Hop. Est-ce que vous voyez bien les diapositives? Oui. Merci. Alors. En plein écran, peut-être? On les met en plein écran si c'est. Alors, en plein écran, oui, il faut. Voilà. Donc, on va commencer d'emblée par une pratique majeure qui est la météo. Dans les tops, une des questions, c'est comment nous sommes au moment avant une action. Et quelque part, ce qui compte, c'est vraiment est-ce que cette météo est en phase ou n'est pas en phase avec l'action qui va être menée. Il ne s'agit pas de dire il y a une bonne météo tout le temps ou une mauvaise météo. Il s'agit d'être adapté à l'action. L'énergie et la météo intérieure est différente si on doit aller écouter une conférence ou si on doit sauter en parachute d'un avion, où beaucoup de pompiers pratiquent les tops, ou si on doit aller chercher dans un appartement en feu un public en détresse. Il s'agit d'une météo qui va être physique et également psychique, et il peut y avoir une discordance entre l'état physique et l'état psychique. Vous savez bien que on peut avoir le corps fatigué et être dans sa tête très agité. Alors donc, la météo, je vous rappelle, en référence à une zone qu'on va appeler d'activation de l'action, ou une zone adaptée à l'action prévue tout à l'heure, va être soit agitée, hyperstimulée, soit hypostimulée, trop molle. Si on est mou avant de sauter en parachute, ça ne va pas du tout. Si on a super envie de prendre la parole tout le temps quand il y a un orateur qui a été invité à une réunion et de lui couper la parole tout le temps, c'est pas adapté. Et donc là, on va possiblement faire des actions sur sa météo intérieure avec bienveillance pour se mettre dans la zone adaptée à l'action. Il n'y a pas de jugement, on est comme on est. Quand on sort de garde, on l'a connu, il y avait une époque où on n'avait pas de repos compensatoire, on enchaînait la journée derrière et on était comme on était pour faire face à des choses. Et des fois, on est dans des états qui ne permettent pas en sécurité de mener l'action prévue. Et dans ce cas-là, par exemple, à la patrouille de France, les tops sont utilisés tous les jours. Et si quelqu'un, un pilote, n'a pas une météo dans la zone d'activation avant un vol, eh ben, ils ne volent pas, ils restent à terre. C'est trop grave quand on vole à 10 cm les uns des autres, d'être dans un état soit d'agitation mentale, soit de mollesse, soit donc, et je vous rappelle qu'on regarde le physique et le mental. Et puis on va entreprendre des techniques différentes pour se mettre dans la zone d'activation correcte pour l'action, calmer l'agitation, par exemple. Je vais vous évoquer une méthode que vous connaissez sûrement liée à la respiration, une méthode très simple mais très puissante quand on n'a pas beaucoup de temps. C'est par exemple de faire 3 respirations apaisantes en portant son attention sur l'expiration. Et puis, ne vous inquiétez pas, après, on va inspirer, mais vraiment on porte son attention sur l'inspiration du début à la fin. Et je vais vous proposer qu'on fasse l'exercice tout de suite. On revient à soi, on s'installe dans une bonne posture
Et quand on nous dit « j'ai pas le temps », tu comprends, de faire ma météo et de faire 3 respirations, en fait, par rapport aux conséquences possibles d'un acte fait dans une météo inadéquate, on a vraiment le temps. Donc, je vais vous demander de porter votre attention sur votre respiration. L'inspire et vous insistez sans forcer, bien sûr, sur l'expiration du tout début à la toute fin. Et puis l'inspiration se fait toute seule après une petite pause, possiblement. On réinspire et puis on remet son attention sur l'expiration de son tout début à sa toute fin. Et encore, chacun le fait. L'expiration de son tout début à sa toute fin. Encore une fois. Voilà, maintenant vous revenez à votre météo. Vous voyez comment vous vous sentez par rapport à la zone d'activation adaptée à l'action. Voilà, écoutez cette conférence. Tiens, ça vous a peut-être un peu trop ramolli. Et puis, si ça ne vous a pas trop ramolli, on va faire une petite antidote, simple mais encore puissante. 3 respirations peuvent changer le cours d'une action, comme mettre un coup de poing à quelqu'un ou rater un coup de bistouri au mauvais endroit, si on est trop mou. Et là, on est trop mou. Et puis, on est de toute façon comme on est, mais on va tenter de se stimuler en portant son attention sur l'inspire. Et certaines et certains vont faire peut-être une petite apnée, laissez faire. Laissez faire. Donc, on inspire très activement, apnée ou pas, et on laisse l'expire se faire. On porte son attention sur l'inspire de son tout début à sa toute fin. C'est un peu exagéré, hein, c'est pas grave. Et on expire. Encore une fois, inspire de son tout début à toute fin et on expire. Et là, vous avez peut-être senti que vous étiez plus réveillé. Voilà, en tout cas, je vous encourage à utiliser déjà ces 2 techniques, la météo, et voilà, c'est sans danger, sans contre-indication, chaque jour, et ça mériterait d'être fait, non seulement avant chaque vol de la patrouille de France, mais en tout cas dans des moments importants de notre vie. Et puis donc, la respiration apaisante, attention sur l'expire, et dynamisante, attention sur l'inspire. Alors, quand on fait sa météo, on a parlé du corps et on a parlé de l'esprit. Et en fait, quand on détaille, on pourrait utiliser cet acronyme, si vous le voulez, pensée, P, attitude et comportement, le A, sensation corporelle, le C, et émotion, le E, ça fait PACE, P-A-C-E, pour pensée, attitude, sensation, donc le corps, C pour le corps, et E pour émotion. Donc, quelque part, après, ça devient vraiment un réflexe, et en quelques secondes, si on s'entraîne régulièrement, ça devient une habitude. En fait, notre météo corps et esprit est composé de tous ces éléments. Dans les attitudes, il va y avoir cette tendance à par exemple, bouger, des sensations corporelles agréables ou désagréables qui peuvent influencer l'action prévue, des pensées, pas toujours adaptées, mais qui sont là, et dans ce cas-là, on va les réguler. On va pas essayer de les supprimer, mais on va les accueillir pour ce qu'elles sont. Elles sont dépensées, mais nous, ce qui compte, les tops, c'est une méthode de l'action, c'est qu'on va en laisser de côté et on va pas suivre, même celles qui
parle le plus fort et voilà, qui nous dirait, par exemple, de faire quelque chose qui serait une bêtise technique dans un protocole. Voilà, les protocoles, c'est très, très bien parce que voilà, ça permet de suivre un fil. Et du coup, on sait que les gens qui ont l'habitude des protocoles, que ce soit les militaires, que ce soit les urgentistes ou les chirurgiens, ils savent que les pensées nous disent parfois des bêtises. Parce qu'il y a des checklists qui sont très, très utiles pour revenir à la réalité. Voilà. Et les émotions, pareil, elles sont pas toujours adaptées et elles sont des fois en rapport avec notre météo. Et ce qui compte, c'est qu'on a un acte important à accomplir et voilà, il faut gérer au mieux cette situation. Alors, comment on fait son bulletin météo? Donc, je vous ai dit PACE. Donc, vous aurez l'enregistrement qui a l'air de bien courir. Donc, par exemple, pour les comportements, ben vous êtes là, vous êtes souriant, là, vous vous sentez léger, vous êtes au top dans la zone. Là, vous êtes énervé, là, vous êtes découragé. Et en fait, on fait ça quand on s'entraîne de façon assez automatique, avec bénéfice. Voilà, si on rajoute des sensations corporelles, ça peut être j'ai le cœur qui bat vite. Là, je suis concentré et là, je m'isole. Une action collective, hein, comme ce que vous faites, ben, si on a tendance à s'isoler, on va possiblement se dynamiser pour dire je m'aperçois que finalement j'étais fatigué, ça m'encourage à m'isoler, mais là, pour l'action collective sur le terrain, je reste dans le groupe. Ce n'est pas le moment d'aller pour le coup, méditer alors qu'on a une action de groupe sur le terrain avec des populations précaires et que c'est important que le groupe se présente ensemble. Voilà, et puis chacun va adapter à sa situation. Donc, vous voyez, on a un niveau de vigilance qui peut aller jusqu'au stress quand il est trop élevé et un niveau d'hypostimulation en dessous, la zone d'adapter à l'action. C'est un des mots. Après, on adapte les mots à soi. En top, on ne fait pas le culte des mots. Hein. Si vous voulez transformer les mots pour vous, voilà, il va y avoir certains qui vont dire zone d'action. Voilà. Donc, en résumé, on fait tout rapport aux exigences de l'activité. On évalue ces exigences. Pour des pratiques d'urgence, on sait ce qu'il faut faire avec des checklists, c'est pour certaines. On fait sa météo intérieure et on ajuste. Par exemple, on se dynamise en portant l'attention sur son inspiration ou on s'apaise en portant l'attention sur son expiration. Ça va jusque-là? Oui, ça va. D'accord. De toute façon, vous aurez l'enregistrement. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas de gag technique. Autrement, vous aurez de toute façon je vous enverrai ces diapos. Alors, la méthode TOP. Il s'agit d'un ensemble de techniques qui permettent donc de mobiliser toutes ces ressources, à la fois physiques et psychocognitives, en fonction des exigences de la situation. On fait ça en amont de l'action. Ça peut être immédiatement avant l'action, ça peut être aussi pendant l'action ou après l'action. Il y a toujours une action, quelque chose qui est prévu. Même d'aller se coucher, c'est quelque part, si on se dynamise trop avant d'aller se coucher, on ne va pas dormir. Et on sait que voilà, de s'exposer à la lumière bleue avant le sommeil, ce n'est pas une bonne chose. Voilà, c'est ce qu'on dit aux ados qui ne dorment pas. Alors, les techniques d'optimisation du potentiel,
dans le champ de la psychoéducation, c'est vraiment des méthodes qui ont été mises au point pour la pédagogie, on pourrait dire pour la prévention. Ce n'est pas un outil thérapeutique. Il y a des méthodes de psychoéducation qui sont aussi thérapeutiques. Par exemple, des méthodes dirigées de l'hypnose, comme les techniques d'activation de la conscience, dont vous avez peut-être entendu parler, peuvent avoir aussi un aspect thérapeutique. Mais là, on fait ça en amont ou après la thérapeutique. Par exemple, vous pouvez imaginer que bien gérer ses ressources, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un dans une équipe de recherche, effectivement, c'est faire de la prévention du burn-out. Parce qu'effectivement, si on récupère au jour le jour, c'est vraiment la meilleure façon, sans passer en force, de ne pas tomber dans le burn-out. Pareil, si on s'aperçoit, si on est capable de faire sa météo et de prendre ces quelques secondes, on peut s'apercevoir qu'on est vraiment mou, tout mou, démotivé, qu'on a des pensées vraiment sombres, qui ne sont pas en phase avec la réalité, forcément, et puis qu'on a une tendance à la dépression et donc décider d'aller consulter. Mais ce n'est pas les tops qui vont permettre de se soigner, ça va permettre de prévenir ou de surveiller son état. Et vous imaginez, voilà, quand les tops ont diffusé dans l'armée de l'air pour diminuer ce qu'on appelle les accidents liés aux facteurs humains, vous imaginez ces paramètres quand on conduit un avion ou quand on opère un malade. Alors, les 4 piliers des tops, vous avez sûrement pratiqué des méthodes comme le yoga, la méditation, il y a beaucoup de méthodes. Les tops, en fait, ont utilisé des piliers simples qu'on retrouve dans toutes les méthodes et auxquels vous vous êtes peut-être déjà entraîné. Donc, la respiration, on l'a vu, qui peut être apaisante ou dynamisante. En fait, vraiment, dans les tops, on considère de même valeur le fait de s'apaiser que de se dynamiser. Des fois, dans le développement personnel, on fait une espèce de culte de s'apaiser, d'avoir l'air toujours relaxé, etc. Mais dans la vraie vie, et vous le savez, la vie est faite d'une alternance de détente et de dynamisme, et on ne peut pas vivre autrement qu'en gérant les deux. Alors, il y a des méthodes de relaxation qu'on n'aura pas le temps d'aborder ici, mais vous en connaissez peut-être, mais là, dans les tops, on est très strict sur le fait que ce sont des méthodes à utiliser tout à fait avec précaution, parce que quand on se relaxe, il peut y avoir des choses qui remontent en soi, voire des choses perturbatrices, et il est fortement, il est contre-indiqué même, on va employer nos termes médicaux, de se relaxer moins de 2 heures avant une action importante, parce que, Edith Perrault-Pierre raconte toujours une équipe phare d'aviron qui avait décidé avec son coach de faire une relaxation avant les Jeux, alors qu'ils étaient vraiment bien placés pour les Jeux olympiques. Ils ont fini dernier. Hein. Donc, non, là, on ne fait pas une relaxation, on fait autre chose, on va voir quoi. Et puis, alors, il y a des ressources, l'imagerie mentale. Et là, l'imagerie mentale, c'est toujours les mots ont leurs limites. C'est vraiment quelque chose de très vaste. C'est du visuel, mais ça peut être aussi de l'auditif, du kinesthésique, de l'olfactif, voire du gustatif qui intervient. Et puis, il y a une ressource qui est souvent sous-utilisée et qui est très puissante, qui est le dialogue interne. Rien que de se dire c'est bien ce que j'ai fait, on ne le fait pas souvent, ou on ne le fait pas si souvent, ou peut-être vous le faites et bravo.
mais c'est vraiment très important de s'éduquer au dialogue interne pour s'encourager, se renforcer. Et vraiment, ça peut être combiné avec l'imagerie mentale. Par exemple, une image de détente qu'on va activer en soi. Alors, ça peut être une plage, mais pas que. Et oui, on peut prendre aussi une image dynamisante. C'est un complément de la respiration. Ça peut être une séquence d'art martial ou d'escalade. Et puis, on peut accompagner ça d'un dialogue interne pour renforcer soit la dynamisation, soit l'apaisement en se parlant, voire en articulant cette parole vers soi. C'est quelque chose qui se fait des fois toute seule sans qu'on s'en rende compte, mais de s'y entraîner peut être tout à fait utile. Parce que de toute façon, des fois, le mental peut même s'auto-saboter. Avant une présentation, combien d'orateurs se sont entendus se dire je ne vais pas y arriver, je ne vais pas les convaincre, ils vont me massacrer, même quand on était étudiant. Et finalement, c'est beaucoup plus utile de se dire tu vas réussir, tu vas le faire, tu sauras répondre aux questions. Tu as des méthodes pour te mener à bien cette présentation. Alors, les TOP, c'est des techniques qui ont été, qui viennent, certaines de la sophro, certaines de l'hypnose, certaines de la méditation, certaines du yoga, mais dans leur forme brève, on les associe, les méthodes sont rarement de plus de 5 minutes, elles sont simples, utilisables par tous, sans matériel, ça c'est pratique, en toutes circonstances, il n'y a pas de contre-indication des TOP. Elles sont opérationnelles. C'était typiquement ce qu'il fallait au départ pour notamment sur les terrains militaires. Et il y a des études qui ont vraiment prouvé leur efficacité. Et il y a des études, comme vous le savez, qui ont prouvé les bienfaits de la méditation, du yoga, enfin de différentes méthodes. Alors, donc les bénéfices des TOP, bien se connaître, vous l'avez entrevu avec la météo, qu'on peut vraiment répéter, pas de façon obsessionnelle tout le temps, là, mais de temps en temps, ou avant les actions importantes qui comptent dans notre vie. Gérer son énergie, vous l'avez vu avec en fonction de l'action, hein, c'est pas la peine d'arriver de sauter sur sa chaise pendant une réunion d'information où on sait que il n'y a pas d'autre challenge que d'écouter, ou on en profite. Et puis gérer son énergie, ça aide à rester motivé dans la durée. Voilà, vous avez choisi cette action bénévole vers les autres, et c'est vraiment important de vous préserver, voilà, pour que vous soyez pleinement présent quand vous êtes dans vos familles, dans d'autres activités, peut-être vos loisirs. C'est un équilibre entre votre engagement, vos loisirs, votre famille, peut-être pour certains encore leur travail. Et on gère son stress pour que son stress, sous sa forme, on va dire, aiguë, c'est-à-dire qu'il y a plein de raisons d'avoir du stress, y compris quand je perds ma clé ou je l'oublie, rue de l'Observatoire alors que je rentre chez moi. Et du coup, on va gérer au fil de l'eau ce stress pour qu'il ne nous mange pas toute notre énergie, et puis accélérer les processus d'adaptation
qui sont physiologiques. L'être humain est fait pour faire face à des défis, où il se construit aussi en faisant face aux défis. C'est dans les défis que se font aussi des apprentissages. Voilà, il y a un célèbre psychologue qui a beaucoup travaillé sur ces sujets de l'auto-efficacité dans l'action. C'est là où les êtres humains ont beaucoup de leur réalisation. Alors que des fois, on pense que c'est beaucoup dans la tête, mais c'est quand même beaucoup dans l'action. Et du coup, on ne tombe pas, notamment au travail, dans le stress chronique qui devient une source de conséquences disons, pathogènes, à la fois sur le plan somatique et psychique et social. Voilà, dans les entreprises, on en parlait aussi récemment, il paraît que voilà, il y a non seulement le burn-out, mais avant le burn-out, il y a d'autres choses. Souvent associé au burn-out, il y a des divorces, il faut tout gérer. Et puis, alors, il paraît que ce qui est à la mode maintenant, c'est qu'ils font des breaks, les gens. Ils disent « je te supporte plus, tu me supportes plus, faisons un break ». Bref, ils se compliquent encore plus la vie et ils gardent leur stress et ils perdent leur conjoint ou leur conjointe alors qu'ils ont des enfants et ils ne se reposent pas dans leur travail. Ils se reposent dans leur couple, mais ils ne se reposent pas dans leur travail. Donc, c'est quand même qu'il y a une épidémie de break dans certaines entreprises, là, et voilà, les gens prennent quand même les choses par le mauvais bout. Et ils continuent à travailler comme des fous sans se reposer et sans considérer qu'il faut gérer son énergie. Alors, donc les TOP peuvent nous aider justement à savoir résister aux pressions qui font qu'il y a des breaks au lieu de prendre du recul. Voilà, ce n'est pas forcément d'emblée le conjoint qui est le problème, ou la conjointe, mais c'est finalement plus facile des fois de prendre du recul, enfin de se mettre de côté, même si ça va créer encore plus de problèmes par rapport à sa famille que par rapport à son patron, c'est triste à dire. Renforcer la confiance en soi et la confiance dans les autres et la cohésion des équipes. Donc, tout va dans un sens vertueux ou dans un sens, vous voyez les choses en positif et puis vous voyez le même débobinement en négatif possible. Optimiser son processus de décision et de choix. On n'est pas dans l'impulsion d'un choix dicté par des émotions qui peuvent nous tromper ou des pensées qui peuvent nous tromper. Et puis, voilà, on chemine sur la psychoéducation. On s'affine aussi pour gérer tous ces défis comme humains. Et si vous êtes là avec les transmetteurs, c'est que vous avez décidé d'encore maintenir des défis par choix. Voilà, vous n'avez pas décidé de baisser les bras, ou au contraire, vous venez en prendre d'autres. Et c'est ça qui fait toute la grandeur des humains. Voilà, on parle vraiment de l'individu et puis du collectif. Et l'objectif est de passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Donc, vous avez ce cercle où il y a S, fatigue, c'est démotivation. De l'autre côté, résilience au fur et à mesure, au fil de l'eau, énergie. Donc, on re-remplit la jauge d'énergie et on re-remplit la jauge de motivation pour ce qu'on fait. Alors, en gros, voilà, Bandura voilà, dit les êtres humains ne sont pas faits pour être forcés à faire des choses. Des fois, on s'encourage mutuellement, mais s'il n'y a pas de la motivation dans nos activités, ça ne peut pas porter à un cercle vertueux et s'assurer qu'on ajuste bien les choses pour être en phase avec ses ressources. Il y a peut-être des réflexions d'orientation à faire. En tout cas,
le but dans une vie pour être en harmonie est quand même d'atteindre résilience, motivation et énergie. Bien sûr, une vie sans problème, sans stress, sans émotion, voire sans douleur, et quelque chose que vous imaginez peut-être impossible. Je me permets un petit quiz. Quel est l'état sans émotion, sans stress et sans douleur? Comment? On n'a pas entendu. Quel est l'état sans émotion, sans stress et sans douleur? La mort. Ah bah, c'est la mort, oui. Bon, je vois que j'ai affaire à des sages. C'est ça. Donc ça, c'est idéal et juste inatteignable. Donc on gère. Et c'est ça qui fait la grandeur de l'humain et sa sagesse. Donc, on gère avec la météotope. On a déjà vu un petit peu cette pratique, mais je vous encourage à la poursuivre. Pour réguler dans la zone d'activation de l'action, on peut réguler avec la respiration. On peut aussi, donc quand on est en hyperstimulation, on a besoin de récupérer, de se détendre. Et là, on a vu la respiration apaisante. Il y a aussi les relaxations quand on a plus de temps. Voilà, là, on n'aura pas assez de temps. Mais vous en connaissez. En tout cas, du coup, le conseil des tops, c'est surtout se mettre une période de 2 heures avant de faire quelque chose qui nécessite d'être tonique. Et là, quand on est en hypostimulation, on va penser à se dynamiser. On a vu la respiration dynamisante, donc focalisée sur l'inspire, voire avec une petite apnée sans devenir bleu. La respiration apaisante, c'était donc sur l'expire. Et il y a d'autres méthodes qui nécessiteraient qu'on se revoie, mais c'est ce qu'on appelle la préparation mentale. Je vais donner quelques commentaires. Donc, quand on a un projet, on peut s'y préparer, et notamment en s'affranchissant des barrières de certaines pensées ou limitations avec justement des états de relaxation, en imaginer les étapes et la réussite optimale en fonction de nos ressources. En tout cas, se mettre en condition de se préparer au mieux à une compétition sportive, à peut-être une demande de financement, ou pour nous, les étudiants en médecine à la faculté, à réussir l'ECN. Bon, il y a une étudiante qui est venue faire des tops 15 jours avant l'internat, donc on pouvait pas. En tout cas, la réussite à ce moment-là était définie comme utiliser au mieux les derniers 15 jours qui lui restaient et qu'elle soit contente de la façon dont elle s'est préparée, sans forcément se livrer à cet épuisement que certains des étudiants font de façon contre-productive, où il n'y a plus rien qui rentre en fait et qui se range dans leur tête, voire certains étudiants, comme vous le savez, qui se mettent à prendre des amphétamines ou des psychostimulants. La répétition mentale, c'est une méthode, par exemple, qui peut être utilisée dans le sport ou en chirurgie. En fait, vous voyez, même la patrouille de France fait ça. Ça s'appelle la musique à la patrouille de France, c'est-à-dire qu'ils sont les yeux fermés et avec tout le corps, ils vont répéter les phases de la conduite de leur avion. Le chirurgien, il le fait, c'est quasiment dans son activité. Du coup, il répète les différentes étapes mentalement de son opération. Et puis, un sportif peut aussi répéter les différentes étapes de son plongeon optimal. Et en fait, des études ont montré que bien sûr, il est important de s'entraîner en vrai, en physique, mais que la préparation mentale vaut des séances complètes, les séances de préparation physique. Si on prend des gens, le même nombre, par exemple, de
de séances de préparation physique et dans un groupe, on rajoute des séances de répétition mentale, et ben, pour des gens qui ont un niveau de performance de base similaire, on va avoir un plus grand succès des gens qui ont fait de la répétition mentale. Alors, la préactivation mentale, parce que quand on met des choses sur une diapositive, on se doit de l'expliciter. Là, c'est vraiment je vous fais découvrir. C'est quand on n'a pas beaucoup de temps. En fait, en général, c'est quand on a fait de la répétition mentale, quand on est 5-10 minutes avant l'action, par exemple, ben voilà, avant un parcours d'obstacles qu'on a reconnu sur le terrain à pied, avec son... Donc, et puis après, on va le faire à cheval. Et ben, 5 minutes avant le parcours, de partir dessus à cheval, on le refait dans sa tête assez vite. Et on appelle ça la préactivation mentale, alors que la répétition mentale, on a du temps et on peut éventuellement la faire après une relaxation. Alors, dans la zone de l'action, on a parlé de la respiration et puis, donc, on va réguler aussi le niveau d'activation parce qu'il y a des moments où il faudra être plus dynamique dans un processus sportif et puis des moments plus détendus et laisser faire. Hein. Il y a des moments, voilà, avec le cheval, on laisse procéder, on le met juste tout droit, par exemple, et puis il y a des moments où on va vraiment contrôler la taille du virage, les foulées, enfin voilà. Et le renforcement positif, je vais vous proposer un petit exercice de renforcement positif. Ça, c'est un point voilà, que j'aimerais... Alors, vous le faites peut-être déjà, et vous l'appelez autrement, on va voir. Donc, je vais vous demander si ça vous va, si vous êtes d'accord, de laisser crayon et papier, et puis de revenir à votre posture. Voilà, c'est très bien. De faire une petite météo. Voilà, chacune. Voilà, je vous propose de faire 3 respirations apaisantes portées sur l'expiration du début à la fin, et puis vous verrez, l'inspire se fait toute seule. Voilà, c'est très bien. Et maintenant, je vais vous proposer, vous pouvez avoir les yeux fermés ou demi-ouverts, en tout cas ne pas vous fixer sur quelque chose. Et je vais vous proposer, si ça vous va, de penser spontanément ce qui vient à quelque chose, à une action que vous avez faite. Vous verrez vraiment ce qui vient. Ça peut être hier, ça peut être il y a 3 mois, ça peut être il y a 3 ou 30 ans, peu importe. Ce qui vient à une action que vous avez vraiment réussi, dans le sens, ça ne veut pas dire avoir obtenu 20 sur 20 si c'était un examen, mais pourquoi pas, mais c'est quelque chose qui vous a donné de la satisfaction parce que vous y avez contribué vous-même. Ce n'est pas comme quelque chose que quelqu'un d'autre a fait qui a été positif, qui vous détend, par exemple, mais là, c'est quelque chose que vraiment vous êtes responsable de l'action qui a mené à cette réussite. Peut-être une action de votre association sur le terrain, enfin, je vous laisse choisir. Il n'y a pas pour vous donner un autre exemple, quelqu'un peut prendre la réussite d'une tarte aux pommes. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous a donné de la satisfaction. Ça peut être tout simple. Mais vous y avez contribué avec le corps, vraiment, et la coordination de vos ressources. Voilà. C'est bien, des fois on hésite un peu entre plusieurs choses. Voilà, on continue sa pratique malgré une petite nuisance sonore que je vais essayer de faire cesser.
Et là, vous allez ressentir dans le moment, vous allez ressentir toutes les conséquences du fait de revivre cette action, à la fois dans votre corps, dans les sensations, peut-être dans les émotions, mais aussi dans les pensées. Et puis, dans vos sens, il y a peut-être des images qui vont revenir, visuelles, des sons, voilà, dans le corps, peut-être des odeurs, peut-être des goûts, si c'était la tarte ou autre chose. Vous êtes pleinement maintenant, ici et maintenant, mais vous revivez cette réussite pleinement. C'est très, très bien. Parfait. Et puis, progressivement, vous êtes avec ce sentiment de satisfaction. Chacun à son rythme, chacune à son rythme. On va revenir dans cette pièce où chacun est, dans le groupe. Et reprendre le cours de notre échange. Enfin, bientôt, je vais vous donner la parole. Peut-être je vais vous donner la parole même maintenant. Si vous le voulez bien. Voilà, fort de cette expérience qu'on appelle un renforcement positif. Est-ce que ça évoque peut-être d'autres? Est-ce que peut-être vous pratiquez? Enfin, voilà, est-ce que vous voulez commenter cette pratique de renforcement positif? Ça donne confiance en soi. D'accord. Merci beaucoup, Marie-Marthe. C'est effectivement un des objectifs importants et c'est important de le ressentir, oui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça ressemble aux techniques d'activation de conscience. Oui, 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 tout à fait. C'est quelque chose, oui, qui, avec le mot ressource, qui est effectivement tout à fait ressemblant. Ouais, ça me fait penser à la communication non violente. Oui. Et en fait, le ressenti, moi, ça me donne beaucoup de joie. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est vraiment une pratique qui est très importante parce qu'elle n'est pas culturellement très ancrée chez nous. Souvent, voilà, dans le style d'éducation à la française un peu traditionnelle, et même parfois dans l'école actuelle, on va plutôt penser que les gens vont s'améliorer quand on écrit en rouge sur leurs erreurs que de renforcer leur réussite. Et c'est drôlement important de le faire même, voilà, même à nos âges, de continuer à se faire des renforcements positifs. Et effectivement, les différentes méthodes évoquées, voilà, avec des terminologies un peu différentes, ne manquent pas d'utiliser cette ressource qui est en fait très, très, très puissante. Et par exemple, ne pas hésiter à l'utiliser avant une action qui nous stresse, voilà, pour en fait un petit peu se contaminer positivement par le nouveau vécu de cet événement positif qui peut nous aider à vivre l'événement à venir qui nous stresse avec le maximum de cette énergie positive. Donc, c'est vraiment un outil à utiliser largement et à encourager
Et du coup, comme vous êtes une association et que vous arrivez voilà, à intervenir ensemble, si vous voyez un collègue un peu dans la difficulté face à une action, n'hésitez pas, avant de se lancer dans l'action ou même avant de partir pour la mission, à faire météo et puis voilà, renforcement positif, ça fait toujours du bien. Vous rappelez même, par exemple, comment vous avez réussi et quelle satisfaction vous avez eue d'une mission similaire, qui n'avait peut-être pas les mêmes caractéristiques, mais voilà, dans le terme de renforcement de groupe, vraiment, c'est très puissant. Et comme vous en avez aussi l'expérience dans d'autres méthodes, voilà, c'est vraiment quelque chose aussi. Est-ce que vous connaissez, par exemple, même ce qu'on appelle les 3 bonheurs ou les 3 kiffs, c'est-à-dire que d'encourager en fin de journée, par exemple, d'essayer même, voilà, comme les jeunes disent, ils ont eu une journée de merde et en fait, l'esprit, la cognition est parfois orientée vers le négatif qui submerge le positif. Et là, on s'emploie à aller chercher 3 choses positives, surtout le soir, en fin de journée, avant de s'endormir, ne pas s'endormir avec ce sentiment de démotivation, de déception qui va en plus s'engrammer pendant le sommeil et qui risque d'être retrouvé le matin au réveil. Donc, essayez d'écrire, voire de dessiner comme on fait en TAC, effectivement, 3 bonheurs de la journée, fleurs, sourires, qui ont été un peu submergés par de la cognition négative, voilà, parce qu'on a été un peu formaté comme ça par l'évolution, mais du coup, vraiment, faire même un carnet de petits bonheurs ou un carnet de kiff est vraiment une action très bénéfique. Même, voilà, les succès des transmetteurs, quoi. Moi, j'aimerais bien lire un petit peu un cahier des succès des transmetteurs, parce que je suis sûr que vous avez presque que des succès. Mais le succès, on dit ça va de soi. Et puis, on parle finalement de ce qui ne va pas. Et on dit, on ne va pas parler de ce qui va parce que ça va, donc ça va de soi. Ben non. En fait, si on ne parle que de ce qui va pas, ben on renforce, on fait en fait du renforcement négatif. Voilà, on fait l'opposé de ça et surtout encourageons de cultiver les graines de réussite dans la personne et puis dans le groupe. Alors voilà, merci de votre implication dans cette pratique. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ? Oui, je voulais intervenir en disant qu'en sophrologie, nous travaillons beaucoup justement le positif et que j'utilisais fréquemment cette technique que je n'appelle pas le renforcement positif, mais une sophroprésence immédiate et qui marche en effet très, très bien. Super. Donc, vous avez Isabelle qui va vous encourager à faire cette pratique. Et juste dans les tops, du coup, les noms qui pourraient séparer les pratiques, on les enlève. Hein, et donc, c'est très bien voilà, que vous qui êtes expérimenté dans cette pratique, vous n'hésitez pas à la faire revenir, notamment quand vous voyez qu'il y a une situation stressante pour le groupe, quoi. C'est-à-dire qu'il faut mieux prendre 5 minutes pour faire un renforcement positif que plonger à marche forcée dans un stress. Je pense que vous serez d'accord avec ça, quoi. Ouais. Bon, donc vous avez Isabelle qui va vous ramener des renforcements positifs, parce que j'imagine que vous avez tellement de succès à vous rappeler avant une mission un peu stressante que voilà, ça ne va pas être… Mais c'est très important de le faire parce que souvent, on oublie. Alors, ce qu'on pourrait appeler les limites de la méthode. Oui, il faut vouloir le faire. Il faut voilà, il faut. Je vais enlever le mot « il faut » parce qu'il y a quelqu'un qui fait de la CNV. Je vois que Catherine connaît la CNV. Donc, il faut, je dois, poubelle. Donc, c'est je choisis, je décide, voilà, j'ai envie, ça correspond à mon besoin,
je suis volontaire pour. Si voilà, on n'impose jamais les tops. Voilà, quand s'il y a une équipe qui dit ah ben, on va les passer tous à la moulinette top et comme ça ils vont être positifs, juste on sait que c'est juste les conditions de l'échec. Donc effectivement, si les gens refusent, que ce soit conscient ou inconscient, ça ne va pas marcher, et notamment refusent de s'entraîner. Et puis c'est une pratique où il y a de la joie, quoi. C'est quelque chose qui nous fait plaisir, on ne fait pas ça par devoir et on continue à le faire. On choisit même les pratiques qui nous sont utiles et puis qui nous font plaisir parce que de réussir, ça nous fait plaisir au passage. Et voilà, c'est le champ de la psychoéducation. On appelle ça aussi neuropédagogie parce que c'est vraiment soutenu par les neurosciences maintenant que ce type de méthode où il est souhaitable de s'entraîner si on veut. C'est fou, hein, c'est coriace, le il faut, je dois. Hein. Mais là, en CNV, au moins Marshall Rosenberg a été clair. Il faut, je dois, la poubelle directe. Quand vous voyez un il faut, je dois apparaître, c'est juste utile comme signal d'alarme. Ah, je suis en train de me faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Donc, voilà, réflexion, retour sur soi. Bon, vous avez Catherine pour la CNV, Isabelle pour les méthodes issues de la sophro. Vous êtes, en fait, vous n'avez pas du tout besoin de moi, hein, Suzanne. Pas du tout, on a des grandes spécialistes, effectivement, on aurait dû se présenter. Isabelle est une sophrologue émérite et certaines connaissent la communication non violente, mais vous avez les transmetteurs les plus intéressés par cette technique. Non, non, on a besoin de vous, rassurez-vous. Voilà, alors on est complémentaires du coup, hein, on est complémentaires. Voilà, on est fait pour travailler ensemble. Je suis sûr que j'apprendrai aussi encore de Catherine et d'Isabelle, donc j'ai cet esprit aussi. Alors, donc c'est vraiment l'idée pour la mise en pratique, et puis après chacun va parler un peu de, si vous le voulez, de son expérience et justement, moi, j'aimerais aussi que vous me disiez des choses sur les transmetteurs, parce que Suzanne m'a dit quelque chose, mais est-ce que vous faites en ce moment? Donc, en top, on fait, il y a quand même quelques schémas. Donc, on décline beaucoup cette démarche. On se forme, comme on a fait un petit peu aujourd'hui pour des techniques simple mais très puissante. On vit les choses et puis on choisit ce qui est vraiment utile dans le sac à dos des techniques. Il n'y a pas du tout effectivement d'obligation, de jugement. On apprécie les techniques en fonction de leur utilité pour nous et pour les situations. Donc on personnalise, on rend opérationnel. Et puis, avec l'entraînement, on va autonomiser avec un objectif principal, voilà, y compris pour tout formateur, c'est que la personne soit autonome. Et puis, on peut s'encourager effectivement dans une équipe comme la vôtre à pratiquer. Ça, c'est vraiment bien parce que quelque part, on sait, c'est pas quand c'est le big stress. Voilà, sans parler de l'explosion d'une mine sur le terrain, c'est pas quand c'est le big stress, là, le big dysfonctionnement, il y a quelqu'un dans un groupe qu'on vient aider qui se met à avoir des comportements violents, etc. C'est pas là qu'on pense forcément à faire ces 3 respirations apaisantes. Donc, si on ne s'est pas entraîné, c'est possible que ça ne le fasse pas. Voilà. Et puis l'application, voilà, c'est vraiment de dire que 3 respirations, voilà, ça prend 10-15 secondes et ça peut vraiment changer le cours d'une situation et d'une relation, hein, d'ailleurs. Que ce soit dans une équipe où on sait que la cohésion d'une équipe médicale, c'est très important, mais une équipe, on sait que les associations aussi sont soumises
à des débats, voire parfois à des conflits plus ou moins constructifs. Et le but, voilà, c'est que les transmetteurs perdurent et passent pas trop d'énergie sur ces points-là, tout en respectant leur statut, et puis aillent mener leur belle mission en harmonie sur le terrain. Mais bon, tout regroupement humain a ses échanges et frottement consommateur d'énergie. Bon, peut-être que les transmetteurs sont l'exception à la règle, mais bon, je ne sais pas. Alors, donc un peu d'histoire avant de passer au débat. Donc c'est ce que j'évoquais. Alors là, bon, voilà, la fondation est militaire, maintenant on est en zone civile, mais on les utilise en temps de paix ou de calme pour une utilisation en temps de crise. Voilà, c'est les avions au sol et puis le combat aérien. Donc voilà un peu de chronologie du sport à l'armée, les facteurs humains dans l'aéronautique. S'il ne s'agissait pas que des pilotes de chasse, d'ailleurs, il s'agissait de tous les pilotes qui ont été formés au top. Et maintenant, donc, la patrouille de France continue cet héritage tous les jours. Ils ont d'autres secrets qui sont vraiment le travail sur le facteur humain. Il y a même un réseau avec les épouses, quand c'est majorité d'hommes, mais du coup, qui va donner l'alerte si quelqu'un n'est pas en état pour qu'on l'aide. Enfin, c'est un sacré réseau très, très serré. Et puis, ça s'est déployé dans le monde civil, dans les entreprises, la police, les pompiers, la santé, l'éducation. Et voilà, 30 ans, anniversaire des 30 ans, voilà, avec vous. Donc, il y a eu pas mal d'études et par exemple, pour moi qui suis aussi enseignant, il y a une étude récente qui est intéressante et vous connaissez, enfin pour les gens, pour les urgentistes. Et donc là, il y a une étude tout à fait intéressante avec il y a Marion Trousselard, qui est une chercheuse du Val-de-Grâce très impliquée dans ces méthodes, que ce soit la pleine conscience, les TOP, l'hypnose. Il y a une étude donc, qui montre que la gestion du stress en situation simulée avec donc, du matériel de monitoring est améliorée par l'entraînement préalable au TOP en termes de réussite. Donc, voilà. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y a évidemment un lien entre les techniques. Je veux dire, les TOPS ont pris des éléments opérationnels de la sophro, de l'hypnose, du yoga, de la pleine conscience. Et donc, il y a du lien entre les méthodes. Voilà. Donc, par exemple, ce n'est pas étonnant que dans cette étude, Marion Trousselard ait trouvé qu'il y avait une augmentation du niveau de pleine conscience, notamment du seuil d'acceptation des événements désagréables dans cette étude, qui sont un chemin de la résilience, hein, ce qui ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi, bien sûr. Amélioration donc des performances physiques et cognitives, et pas que le saut en parachute. Il y a eu des expériences dans le rugby, dans le foot, dans l'escalade. Le sommeil, hein, c'est ne pas hésiter. Et puis, on pratique beaucoup la récupération, voire la micro-sieste dans les tops, qui est vraiment quelque chose qui est un peu tabou. Vous remarquerez qu'on va plus facilement autoriser des personnels à aller faire une pause cigarette de 10 minutes que si quelqu'un dit « moi, je vais faire une sieste de 10 minutes », il est regardé plus bizarrement que celui qui dit « je vais fumer une cigarette pendant 10 minutes ». Voilà, Donc, dans les tops, on favorise la sieste, qu'on appelle temps. Voilà, les militaires ont mis un mot technique, ils ont temps de pause optimisé. En fait, ça veut dire sieste hein, en français, TPO, mais c'est pour dire voilà, on va se faire un bon temps de pause optimisé.
Mais bon, ah là là, c'est coriace. Il y a une infirmière qui s'appelle Nora Viviani qui se bat pour que dans nos hôpitaux, il y ait des salles de repos dignes de ce nom, éventuellement avec des fenêtres et éventuellement supérieures à 5 mètres carrés, et où il y ait vraiment des espèces de transat, de sièges transat où les gens puissent faire une petite sieste, une micro-sieste qui est parfois fort utile. Avant par exemple, quand on est vraiment épuisé après le repas, vous connaissez cette hypovigilance de 13h, 14h. Donc, c'est des choses qui sont importantes. On va mieux décider, on va être plus stable émotionnellement, moins impulsif, moins réactif avec ses collègues. Voilà. Voilà. Et puis, gérer son stress et ses émotions, je vais peut-être arrêter parce que et vous proposer peut-être de se lancer un peu dans le débat. Moi aussi, j'aimerais en apprendre sur le contexte des transmetteurs. Quelles sont vos activités? Comment ces méthodes pourraient être utiles de les étendre? Enfin. Comment peut-on faire baisser la colère d'un interlocuteur qui a un niveau quand la personne... Comment faire baisser? Ben oui, merci beaucoup de cette question, Marie-Marthe. C'est un point important. Alors, effectivement, les TOP permettent de travailler sur la posture. Alors là, on va parler des aidants que vous êtes. Ce qui est très important, c'est de lui présenter une posture empathique, mais qui n'est pas du tout le miroir de la sienne. C'est-à-dire, on ne se voit pas avec les appelants. On s'entend, enfin, c'est au téléphone, mais sans image. Voilà, mais c'est dans la voix. Là, ça va être dans la voix, c'est-à-dire que vous allez avoir une voix qui augmente en ton et en vitesse, qui est élevée en ton et en vitesse, et vous allez du coup refaire votre météo très rapide et faire peut-être des petits temps de silence, même si ça chauffe de l'autre côté, pour pouvoir garder un débit sonore et verbal qui ne s'emballe pas au rythme de ce que vous avez de l'autre côté du fil. Ça, c'est un grand classique de ce qu'on appelle la contamination émotionnelle. Et du coup, la posture là de l'appelant est vraiment, là, c'est typiquement une situation excellente parce que vous n'avez pas la personne avec vous. Et le silence, là, le piège, c'est que votre tête va possiblement vous dire « Oh là là, si je veux le contenir, il faut que je parle, je parle, je parle. » Et finalement, à l'opposé, la meilleure façon d'aider la personne à se calmer est de garder inchangé le débit que vous aviez au début et aussi la tonalité et d'être attentif, comme vous êtes là dans l'attention au son, vous êtes attentif, vous portez votre attention sur sa voix, mais surtout, vous n'accordez pas votre voix à la sienne, ce qui peut être un réflexe de contamination. Vous, au contraire, pour vous en sortir, vous essayez de la ralentir. En fait, vous la ralentissez pas tant que ça, mais vous la gardez aux mêmes tonalités et vous baissez le son vous-même, parce que vous allez avoir tendance à le monter. Et éventuellement, vous faites des silences avec petite météo et 3 respirations apaisantes. Et puis, si vous maintenez le cap, dans la majorité des cas, je pense, enfin d'autres pourront témoigner, la personne va se calmer, peut-être vous raccrocher au nez et ce n'est pas un échec, et vous rappeler quand elle sera plus calme. Voilà, donc c'est vraiment voilà. Alors Suzanne, est-ce que ça va Marie-Marthe?
Merci beaucoup. Vous répondez à ma question. Suzanne, j'ai vu une main levée jaune. Je voulais juste intervenir parce que j'ai fait une conférence la semaine dernière et j'étais très stressée. Et je pense que si j'avais appliqué ces techniques, j'aurais été beaucoup plus performante, j'aurais parlé beaucoup moins vite et ça n'en fallait pas de grand-chose. Mais je me suis vraiment laissée déborder bêtement. Et bon, j'aurais pu mieux faire. Voilà. Donc ça m'a fait un peu rager parce que c'est un sujet que je dominais vraiment bien. Et je me suis laissée avoir à cause de mon stress. Et je pense que maintenant, je vois ce que j'aurais dû faire. Et là, j'avoue que je pense que la prochaine fois que j'aurai communiqué, je ferai vraiment ça et ça me paraît simple. Là, ces méthodes de respiration, c'est vrai qu'elles sont très simples et là, même aujourd'hui, j'en sens le bienfait. Et ceux qui me connaissent savent, je vais trop vite, mais là, ça me plaît. Voilà. Alors, merci Suzanne. Vous pouvez parler un petit peu avec Catherine dans les jours qui viennent, parce que vous adressez un langage un peu dur quand même. Et voilà, vous pourriez être encouragée à être un peu plus bienveillante, parce que votre intention a été excellente et vous maîtrisez votre sujet très, très bien, j'en suis sûr. Et effectivement, dans d'autres méthodes, alors quand on est vraiment débordé, et là vous étiez en physique, donc du coup le téléphone c'est intéressant pour s'entraîner, mais en physique, quand on sent qu'on reste débordé, l'outil vraiment majeur, c'est de revenir aux sensations du corps. Et là, de revenir vraiment au corps. Les gens en face, on a l'impression qu'ils nous scrutent avec une loupe géante et qu'ils nous voient. Mais en fait, c'est pas du tout vrai. C'est que du coup, même quand on ralentit, c'est un peu comme la discussion de tout à l'heure, même si vous ralentissez un peu votre débit entre les diapos, et alors le temps entre le passage des diapos, il est très utile pour faire une petite météo, là, qui peut être même tout à fait sensorielle. Vous revenez, par exemple, à des trucs très, très puissants, c'est vous revenez à vos appuis si vous êtes debout. Genre, est-ce que, là ça on peut s'y entraîner, est-ce que des choses, mais vraiment c'est ce qui vous convient, hein, mais est-ce que les deux pieds, quand on est debout, ont le même poids et puis vous jouez par exemple un peu avec le poids d'un pied sur l'autre. Est-ce que voilà, mon ventre respire, parce que des fois on s'aperçoit qu'on respire plus. Enfin, du coup, les sensations corporelles sont énormément utiles. Et l'ancrage au sol, enfin moi personnellement, j'utilise beaucoup la posture, que ce soit debout ou sur la chaise, les zones aussi qui sont en appui sur la chaise par rapport aux zones. Et puis, chaque enchaînement de diapos, finalement, les gens, ils aiment bien soit écrire, soit digérer la diapo avant de passer à la suivante. Et c'est du coup, en fait, on a l'impression qu'on est hyper lent, mais en fait, c'est pareil, on n'est pas du tout hyper lent et on a tout à fait le temps. En fait, on gagne en posture en laissant des petits silences entre les diapos. Enfin, c'est mon expérience. Hein, Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Moi, j'aurais été intéressé par des... Alors voilà, vous parlez du téléphone, voilà, parce que vous pouvez vivre au téléphone par rapport à ce que vous pouvez vivre peut-être sur le terrain aussi. Vous êtes tous sur la plateforme, en fait. Oui. D'accord. Ah non, chacun chez soi. On est connecté à la plateforme. Comme activité à l'association. Oui, Non, moi, je ne suis plus. Hein. On est chacun chez soi, mais connectés ensemble. D'accord. Du coup, vous faites pas des actions sur le terrain, par exemple? Non. Non. Pardonnez-moi, mais il y a deux types de personnes qui assistent ce soir. Il y a des transmetteurs qui ont plein d'actions et puis des personnes qui sont spécifiquement sur la plateforme, dont certaines sont transmetteurs, mais pas toutes. Et on a des, comment dirais-je, je crois qu'il y a deux publics un petit peu différents.
D'accord. Souvent, les transmetteurs sont les plus anciens, reconnaissables à nos cheveux blancs. Par exemple, moi, je suis plus sur la plateforme, je l'ai été un certain temps. Et là, par exemple, cette semaine, en fin de semaine, je vais donner, essayer de transmettre à des jeunes de bac pro qui sont voués au métier du soin. Je vais transmettre quelque chose sur les soins relationnels, la communication, les médiations pour les différentes communications non verbales, etc. Ah, Donc, oui, je suis d'accord. plus sur la plateforme. D'accord. Donc, c'est pour Alors, vous donner une idée, un aperçu. Voilà. d'accord. Et donc là, vous allez transmettre un peu de communication non violente de façon… Pas beaucoup, non, enfin, surtout du clown relationnel. Enfin bon, c'est D'accord. particulier. C'est bon pour les soins relationnels. La présence, un travail sur la présence. D'accord. Oui, là, d'accord. Ah oui, c'est vrai que la présence, la posture, c'est tellement important, quoi. Et c'est un point voilà, que finalement, dès qu'au début, on sous-estime, et puis après, on croit qu'il faut beaucoup, beaucoup de mots pour s'imposer dans une situation, mais c'est finalement, comme vous l'évoquez, c'est souvent le non-verbal qui l'emporte, la posture, la présence. Et c'est vraiment ça qu'on travaille aussi avec les tops. Et puis, vous avez évoqué le clown. Effectivement, dans les tops aussi, on dit souvent, si un formateur top n'a pas de l'humour, il ne va jamais obtenir sa certification de formateur parce que quelque part, il arrive naturellement de l'humour et de la présence, même dans les situations difficiles. Souvent, il sort l'humour de la façon dont on s'est sorti, où la situation nous a sorti naturellement quand on rentre chez soi. Et la petite touche d'humour qui vient nourrir la complicité du groupe, voilà, qui vient nourrir le partage et le renforcement positif après, est souvent, voilà, quelque part quelque chose qui nous pousse à continuer. Alors on s'aperçoit, on se dit c'est souvent pas le prix tel, le prix un tel ou un tel. C'est souvent ces sourires, ces rires, qui vont nous maintenir dans cette action bienfaisante et voilà. Et nous, dans notre métier de médecin, c'est quand même tellement important. Ceux qui n'ont pas d'humour, c'est pas facile. Hein. souvent, ils sont pas bien. N'est-ce pas, Suzanne? Je vois Suzanne hocher de la tête. Oui. C'est pour ça que Dominique Versini a su qu'on allait tout de suite s'entendre. Hein. C'est ça. Suzanne, tu veux que je parle? Oui, bien sûr. Voilà. Moi, je ne suis plus sur la plateforme. J'irai aussi vendredi faire un cours sur le temps et l'espace aux jeunes qui se préparent au bac pro de soins à la personne. Nous, transmetteurs, nous ne sommes pas des professeurs, nous ne sommes pas des enseignants, mais on transmet aux jeunes donc notre expérience, notre ressenti, et puis en plus on les écoute et ils sortent tout à fait, je trouve, contents, responsables, voilà, et je pense qu'on a une action dans ce domaine. Et l'autre point aussi que j'aime bien, c'est on va faire ça avec le plan Grand Froid, c'est de faire des expériences dans les gymnases. Et pour moi, le monde des SDF est un monde que j'ai découvert. Je ne parle pas toujours leur langue, mais voilà, en m'exprimant, en les écoutant, en souriant. Voilà, je trouve, voilà. Et c'est ainsi que Mohamed, un jour, m'a fait un poème en arabe pour me remercier. Merci. Bravo, bravo, bravo. Bravo Cécile, merci de ce partage. Oui, c'est très… Et vous avez ce poème avec vous? Ah oui, bien sûr. Je l'ai fait traduire par deux personnes différentes. Parce Magnifique. que ce poète s'appelait… Quand je lui ai demandé son nom, il m'a dit Mohamed comme tout le monde. Et donc, c'était docteur, vos paroles sont des médicaments, etc. Je traverserai le Nil pour vous revoir. Bon. Wow. C'est lui qui l'avait écrit en plus. Ah oui, 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 tout à fait.
Oh, ça c'est de la satisfaction. Ça, c'est pas le petit bonheur, c'est le gros bonheur. Oui, donc Oui, je voulais dire aussi que dans le cadre des transmetteurs, un certain nombre de nous ont participé aux campagnes de vaccination. Donc ça peut paraître quelque chose de banal, mais au départ, on avait quand même affaire à des patients qui étaient extrêmement inquiets, enfin, pas des patients, des personnes, qui étaient extrêmement inquiètes, et il me semble que inquiètes ou quelquefois agressives. Enfin, agressives, ça a été plutôt dans un deuxième temps, au moment de l'obligation du pass sanitaire, où les personnes venaient se faire vacciner beaucoup à contre-cœur. Et c'est vrai que d'avoir une attitude positive, réconfortante, calmante, sereine, quelque chose qui aurait été utile à un certain nombre de gens qui participaient à cette campagne de vaccination. Parce qu'il y en a qui étaient beaucoup moins sereins et qui se retrouvaient en difficulté quand il y avait des gens agressifs. Mais c'est ce que j'ai ressenti. oui, merci du partage, Anne. Effectivement, moi j'ai eu des échanges aussi, notamment avec un médecin généraliste qui s'appelle Jean-Pierre Misère, qui peut-être que des personnes qui connaissent les TAC le connaissent. Et c'était beaucoup plus qu'un acte technique, la vaccination. C'était un acte de communication, un acte de santé publique, enfin, et quelque part de retrouvailles entre des médecins et la population. Enfin, oui, je crois que c'est vraiment important de valoriser ce que vous avez fait. C'était bien plus que d'augmenter la couverture vaccinale. On sait qu'il s'est passé dans ces centres de vaccination. Voilà, moi, je me rappelle quand j'ai emmené mon fils se faire vacciner, c'est là où on a appris qu'il y aurait une nouvelle version de Dune formidable qui allait passer. Et c'était très, très sympathique. Et effectivement, toutes ces personnes qui se sont impliquées dans la vaccination, moi, je suis convaincu comme vous que c'était bien plus voilà, qu'un acte technique. Voilà, il s'est joué beaucoup de choses et beaucoup des peurs. Et effectivement, la préparation des bénévoles avec des différentes méthodes. Votre micro? Oui, aurait peut-être été utile. Voilà, je vois Marie-Françoise qui… Oui, moi je suis sur la plateforme, mais je vais aussi comme transmetteur dans un service d'urgence à Bichat. Et là, je rejoins ce qu'a dit Anne Thiellet, c'est ce qui me désarçonne le plus, je vais essayer de mettre en application, c'est des gens qui sont agressifs au sein des urgences. Et j'avoue qu'on est vite débordé. Alors, il y a ce sont beaucoup des SDF ou des gens qui sont imprégnés ou qui s'arrachent leur perfusion. Et j'avoue que je me sens débordée et que je ne vois pas très bien comment je peux arriver à leur faire diminuer d'un cran leur niveau d'agressivité. Donc, probablement que dans ma posture à moi, je peux apporter quelque chose, mais enfin, en tout cas, je vais essayer de le mettre en application. Je ne sais pas si ça peut avoir un impact sur quelqu'un qui est qui était dans des conditions dans les urgences tout à fait particulières, où il y a des gens qui ont des pathologies psychiatriques derrière, c'est pas facile. Et ils peuvent quand même, et j'ai pu observer qu'ils peuvent mettre la pagaille dans une salle d'attente. Hein. Oui. Alors oui, je peux quand même que vous encourager à essayer, et vous verrez bien, mais la base neuroscientifique de votre efficacité s'appelle les neurones miroirs, qui ont été mises en évidence par un certain Rizzolatti. Voilà, et clairement, effectivement, disons, si il n'y a pas de jugement, hein, mais si c'est une histoire effectivement de vibration des neurones et de ces neurones et de vos neurones. Si
si ces neurones vibrent très activement dans l'énergie de la colère, avec toutes les manifestations verbales et non verbales, et que ça vous emporte soit dans un mode colère, soit même dans un mode perturbation, gêne, dérangement, voire peur. Enfin là, du coup, je ne dis pas que vous tombez dans ces modes-là, mais du coup, la peur et la colère, en fait, c'est des énergies qui vibrent un peu à la même fréquence, on pourrait dire. Donc, si vous vibrez dans la peur et que lui, il vibre dans la colère, je caricature, hein, parce que j'imagine que vous avez l'expérience des choses et que vous vous sentez remué, mais vous ne tombez pas forcément dans la peur. Mais quelque part, effectivement, le travail sur la posture, c'est vraiment des arts martiaux. Très, très, très fréquemment, les policiers qui viennent faire de l'éducation, par exemple pour les jeunes filles contre les agressions, disent bien qu'il suffit souvent de rester planté dans une posture un peu martiale devant son agresseur, un peu comme en garde, vous voyez, de karaté, et de respirer sur le mode un peu relaxant, sur l'expire comme on l'a travaillé. Même si vous observez l'agitation à l'intérieur de vous, mais vous gardez cette posture et vous la cultivez pour au moins pour maintenir votre niveau on va dire, de perturbation par rapport à ce que vous voudriez afficher. Et quelque part, de toute façon, lui, il est souvent dans un lit où tant que vous êtes quand même dans une posture bienveillante mais ferme, quand il a cette attitude-là, et clairement, même son émotion, si elle n'est pas encouragée et entretenue, et pareil, il n'y a pas de jugement, c'est pas à cause de vous qu'il est comme ça, il y a d'autres perturbations, mais si quelque part il a en face de lui quelque chose qui vibre pas du tout pareil, il y a quand même de fortes chances, parce qu'il est là quand même pour se soigner, que vous arriviez à apaiser la situation. Je ne dis pas que ça marche dans tous les cas, et là, vous pouvez quand même utiliser non seulement la respiration, mais aussi des images dynamisantes pour le coup de la posture, comme par exemple, je ne sais pas, quelque chose qui vous inspire, hein, ça peut être une image d'art martial ou peut-être une guerrière qui vous inspire plus que Bruce Lee, hein, vous avez mais effectivement une image en tout cas tonique, ou même un arbre ou même une montagne. Voilà, vous pouvez utiliser aussi de l'imagerie mentale que vous avez un peu préparée pour cette situation, et même du dialogue interne. C'est-à-dire, vous savez, par exemple, je ne sais pas qui a vu Dune, mais si vous sentez que… Oui, voilà, Marie-Marthe. Alors, s'il y a de la peur, si vous sentez de la peur qui monte, eh ben, il y a la fameuse devise des Bene Gesserit, là, qui sont ces sœurs qui ont des super pouvoirs et comme la maman du héros de Dune, et qui ont une espèce de mantra sur le caractère oblitérant de la peur. On n'entend plus le micro. Vous m'entendez là? Non, c'est coupé. Oui, par moment, oui. Vous m'entendez? Oui, là maintenant, oui. Donc, c'est une petite phrase que vous pouvez retrouver sur Internet, c'est la devise des Bene Gesserit, où ça peut être que ces personnages féminins peuvent vous inspirer pour ces situations et qui parlent de traverser la peur, et ce qui n'empêche pas de la ressentir, mais ce n'est pas obligé que la peur perturbe votre posture et de votre niveau de vibration. Et de la traverser, vous en sortez grandi et ayant apaisé ce patient.
Et ce patient, finalement, si vous êtes aux urgences, vous allez en rencontrer d'autres et vous aurez d'autres occasions de vous entraîner à cet art guerrier qui consiste à rester en paix et en posture pour générer la paix autour de soi. Et quelque part, c'est vraiment important. Alors, du coup, même, vous pouvez voir comment la posture de votre corps est importante. C'est clair qu'il faut mieux que vous soyez en équilibre sur vos deux pieds, les pieds possiblement un peu écartés, les genoux un peu fléchis pour avoir une meilleure stabilité, comme si vous étiez prête, en fait, à recevoir un coup qui ne va pas venir, mais vous êtes dans une posture un peu martiale et calme, prête à voir venir, même si à l'intérieur, il y a un peu d'agitation. Ça, c'est pas gênant. Mais quelque part, c'est pareil, c'est des idées qu'on se fait que la personne en face, il sente que vous avez peur. Pas du tout. En fait, quand vous êtes en train d'accueillir votre peur et de la traverser selon cette devise Bene Gesserit, par exemple, en fait, vous affichez beaucoup, en fait, pour l'autre, vous affichez une posture très martiale et très apaisante. Et sur le visage, comment la manifester d'après la mimique et le visage? En fait, votre visage se positionne avec l'ensemble du corps, justement. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme on évoquait tout à l'heure avec Suzanne, la stabilité de vos pieds, quelque part, qui est la base, c'est comme si, oui, la posture martiale, c'est pas que pour faire du karaté, etc. C'est que vous faites c'est pour faire face à des défis. C'est-à-dire que vous avez le cœur ouvert vers l'avant, mais l'arbre est stable. C'est-à-dire que vous êtes dans une attitude bienveillante qui n'est pas menaçante pour l'autre, mais vous êtes aussi dans une attitude de stabilité qui transmet à l'inconscient de la personne qui est en face de vous, elle est prête à faire face. Et donc, quelque part, vous rassurez son non-conscient, on va dire, parce que vous rassurez son non-conscient et vous donnez de la contenance rassurante par la fermeté. En fait, de cette attitude martiale n'est ressentie ni agressivité de votre part, ni l'agitation à l'intérieur que vous avez et sans être utilisée par vous pour nourrir votre posture. Et donc, en fait, la personne ne lit pas tout ce qui vous traverse quand vous traversez même la peur. Donc ça, c'est des choses que les pratiquants de Jiu-Jitsu connaissent bien, mais effectivement qu'on devrait aussi transmettre aux personnes qui vont sur le terrain. Et c'est effectivement même un pratiquant très émérite d'arts martiaux, il dit, et c'est pas aux urgences que malgré il y a des coups qui s'échangent des fois, mais c'est quand même très rare, et que vous allez quand même déminer, en gros, 98% des situations par cette posture. Et puis, du coup, comme ça se répète, vous avez le temps de vous y entraîner. Et du coup, je ne fais pas de pub pour Dune, mais vous pouvez aller voir Dune. C'est intéressant, même comme des modèles comme ça peuvent aider aussi à tenir les postures. 98%, la barre est haute. Hein. En effet. Moi, je rajouterais que, si c'est possible, que c'est faire face, mais c'est aussi accueillir. Parce que dès que la personne, elle se sent accueillie dans sa colère ou dans sa fureur, ça baisse tout de suite. Et enfin, moi, je vois quand on intervient aussi dans les EHPAD, on nous dit souvent, n'allez pas voir telle personne parce qu'elle est violente. Et dès qu'on a cette posture bienveillante et accueillante et justement bien ancrée, la personne, elle n'est pas du tout violente, en fait. Enfin, moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Oui, je suis tout à fait d'accord, Catherine, parce que, en fait, c'est de l'agressivité de personnes en état de faiblesse. Et donc, en fait, ce qui va vraiment pas, pour l'aidant, l'attitude qui va être déclenchante, c'est le côté
comment dire, apitoyer, qui va probablement, qui va rabaisser la personne et la conforter dans son état de faiblesse. Par contre, si vous lui présentez en face de lui que son état, en fait, c'est plus ressenti comme un état de respect de la dignité humaine de cette personne qui est en état de faiblesse dans une institution, voilà, où elle est là pour se faire soigner ou pour se faire, pour compenser sa dépendance. Et du coup, vous la réhabilitez dans son humanité en lui présentant aussi la posture d'un humain qui tient debout. C'est-à-dire que c'est vraiment du respect en fait de l'autre. Et moi, je suis 100% d'accord avec Catherine sur le fait que ça désamorce beaucoup cette agressivité des états de faiblesse des personnes qui sont dans ces établissements et qui est souvent une posture. Mais s'il y a du respect de votre part et de la force aidante et empathique, mais il y aura aussi apaisement et vos neurones miroirs, du coup, ces neurones miroirs vont être contaminés par votre posture. Je crois que la clé, c'est aussi le non-jugement, en fait. On l'accueille la personne, on peut objecter le comportement, mais on accueille la personne complètement. Oui. Donc, en prenant en compte son besoin, sa peur, ses émotions, qui sont pas, c'est pas forcément, c'est pas contre nous, mais c'est son état d'être à un moment donné. Et ça peut faire écho chez nous, donc faire bien le tri entre mes besoins à moi et ce que je ressens, et ses besoins à lui et ce qu'il manifeste. Ouais, du coup, ça permet de se réaligner et d'être en accord avec soi et prêt à accueillir l'autre, quel que soit son état finalement. Qu'il ait peur, qu'il soit en colère, qu'il aille mal, parce que finalement, tout ça, c'est des manifestations de leur mal-être. Donc, moi, je trouve que c'est super intéressant. Oui, Frédéric, je vous rejoins 100%. C'est que, quelque part, oui, effectivement, merci du compliment. C'est peut-être de faire cheminer dans notre tête qu'ils ont le droit d'être dans cet état tellement ils sont mal. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont menaçants. Et même si vous leur faites un petit signe comme ça de votre posture, si vous sentez qu'ils s'approchent un peu trop, même si vous lui faites un stop respectueux, c'est pas pour ça que vous allez le déclencher, parce qu'effectivement, vous l'accueillez comme dit Frédéric, et le stop est juste, on est dans une relation respectueuse l'un de l'autre, et entre deux êtres humains, et quelque part, voilà, puisqu'on va faire de la filmographie, et je vais passer la parole à Francine, on lui dit ce message d'un autre film voilà, qui est voilà, qu'est-ce que je n'ai pas retrouvé, où on lui dit « je te vois ». C'est-à-dire « je te vois comme un être humain, tu es en état de faiblesse, tu es en colère, etc. Mais je te vois, même si je te dis stop, ne t'approche pas de façon authentique, ne t'approche pas de moi plus que ça, je te vois comme un être humain digne de respect. » Oui. On peut utiliser les mêmes méthodes pour des enfants en colère. Est-ce que le coup des neurones en miroir peut fonctionner de la même façon? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors voilà, puisque je vais pas parler sous le contrôle de l'experte CNV Catherine. Voilà, Marshall Rosenberg dit, parce que le problème avec les adultes ou avec les ados, c'est que des fois, on ne peut pas les contenir. Mais des fois, même dans la communication non violente, notamment pour des enfants super agités, et ben, quand ils se mettent en danger ou qu'ils mettent en danger quelqu'un, on peut les ceinturer temporairement de façon bienveillante et c'est adapté à la situation et puis on les lâche, ça se fait en institution sans leur mettre une camisole de force. Mais là, c'est vraiment quand on ne peut pas, mais les enfants sont tout à fait réceptifs, très réceptifs même. Et les enfants, en fait, ont les mêmes besoins humains que les adultes et ils sont très sensibles. Enfin, vous connaissez ça, les enfants même des foyers ou les enfants qui ont été malmenés,
ils sont tellement sensibles au respect, quoi. Quand ils disent des mots là, tu me doses, ou qu'est-ce qu'ils disent comme phrase, je ne sais plus, enfin, ils ont des expressions pour dire tu ne me respectes pas. C'est tellement la base de la relation qu'ils attendent avec un aidant. La première question qu'ils nous posent, c'est est-ce que tu me respectes vraiment? Parce que souvent avec les jeunes, alors il y a des ados qui sont vraiment très abîmés par la vie et qui sont difficiles à gérer, mais enfin, souvent, moi je vois les enfants que je vois des foyers, quand on a vraiment marqué du respect d'humain à humain, on arrive quand même à obtenir beaucoup de communication. Enfin, c'est dans mon expérience en tout cas. Oui. Francine, oui. Ah, il y a le micro qui est fermé. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai bien aimé votre histoire de renforcement positif, je ne sais plus très bien comment on va appeler ça, parce que moi, je suis sur la plateforme, on est confronté parfois à des gens qui pleurent, qui sont en état qu'on pourrait qualifier de dépressif, et finalement, en discutant avec eux, si on arrive à sortir du positif de ce qu'ils nous livrent, en général, enfin, moi, en tout cas, j'ai eu l'expérience plusieurs fois récemment dans mes écoutes, au lieu de se dire, bon, il est dépressif, bref, c'est une étiquette qu'on lui met dessus, même si elle n'est pas fausse. Si on arrive à trouver, à sortir de ce qu'ils nous disent un truc positif et le mettre en valeur, finalement, c'est assez efficace. C'est ce que vous avez appelé le renforcement, je ne sais plus trop quoi, enfin, bon. Je ne me souviens plus de l'expression que vous avez utilisée. Oui, oui, excellent. Oui, c'est excellent, Francine. Vous pouvez avoir 4 kilos de négatif et 100 grammes de positif. Vous prenez que le positif et vous le malaxez, vous le faites gonfler, fleurir, etc. C'est excellent. Excellent. Et là, vous faites un travail de dingue. Et c'est comme ça qu'on peut même empêcher, enfin, on peut même changer la vie de quelqu'un et qu'il n'aille pas faire un acte irréparable. Donc oui, c'est magnifique. Et quelque part, c'est pour ça que, comme vous dites, là, vous revenez à votre respiration, comme on évoquait tout à l'heure avec Marie-Marthe, vous le laissez pleurer, et puis à un moment, quand sort le positif, là, vous êtes prêt à rebondir. Ah oui, et ça, quand même, et ça. Et dites-moi plus sur ça. Voilà, comme si il avait juste rien dit avant. Comme si vous aviez écouté, mais ce n'est pas la peine, effectivement, de penser qu'on n'est pas gentil parce qu'on ne reformule pas tout ce qui est, on va dire, entre guillemets, négatif. On n'est pas, c'est que nous, on est là pour effectivement, les renforcer positivement pour les aider à regarder en face que la vie mérite d'être vécue et d'être poursuivie, et qu'avec des projets et du coup, effectivement, quand vient le positif, ah oui, vous avez dit ça. Et là, vous intervenez après. Bon, finalement, ils ont pleuré, vous ne vous laissez pas contaminer. Enfin, vous travaillez sur vous à ce moment-là pendant les pleurs pour les laisser pleurer sans vous-même fondre en sympathie avec eux, justement que leur voix touche vos neurones miroirs par votre voix miroir. Mais du coup, là, quand ils disent un micro-truc positif, ah oui, dites-moi plus. Et vous êtes peut-être tapé avant un quart d'heure de enfoncement dans les gouffres sombres, mais finalement, vous avez attendu le truc positif. Et ça, c'est vraiment important, quoi. Ou alors, peut-être que vous avez aussi à des moments l'impression qu'il y a un fil positif qui apparaît, et là, vous allez le tirer et dire, en posant des questions ouvertes, dites-moi plus sur ce que vous évoquez là. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est effectivement équivalent au renforcement positif et super important. Ouais. Et Anil, je vous vois, ça vient du film Avatar. Vous allez sortir. je te vois.
Et c'est vraiment quand, au lieu de dire bonjour, les personnes de cette planète disent « je te vois ». Et donc finalement, voilà, on peut dire, nous, on pourrait dire dans notre culture « bonjour, je te vois », pour rassurer, je te vois comme, voilà, comme un être humain digne de respect, et même si tu es dans cette situation de faiblesse qui t'amène ici à l'hôpital ou en EHPAD ou en foyer. Bon, bah écoutez, merci beaucoup de votre accueil. Je crois que l'heure approche, je ne me trompe pas. Et puis là, il y a des décrochages qui sont juste... Enfin voilà, on approche. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.